Bonjour du coup et bienvenue à notre conférence sur les moteurs de recommandation et plus particulièrement sur comment Biocop expérimente les moteurs de recommandation afin d'aider à la mise en place du choix de l'assortiment en magasin. Donc je me présente, je m'appelle Caroline Ball, je suis data scientist au sein d'Avisia depuis 6 ans et nous avons travaillé pour cette expérimentation donc avec Biocop et plus particulièrement avec Sophie. Bonjour, donc moi c'est Sophie Quéru, donc je suis responsable connaissance client pour Biocop depuis la fin d'année. Donc on va vous présenter un petit peu ce sujet recommandation. Biocop, je ne vais pas rentrer dans le détail, je pense que d'un point de vue de consommateur, en tout cas j'espère que tout le monde connaît Biocop. Ce qui est intéressant pour ce qui nous anime aujourd'hui, c'est la partie data. Un gros réseau de magasins, 600 magasins, à peu près une ouverture par semaine en ce moment. Donc une belle expansion qui ne s'arrête pas, on espère que ça va continuer. Un beau lot de références produits, 8000 références produits, 450 références en marque propre, donc en marque Biocop, du vrac, un type de produit qui se développe énormément en ce moment, et un potentiel client, on va dire, important. Sur les magasins qui ont un programme de fidélité, on est déjà à un taux de rattachement de 80%. Pourquoi est-ce qu'une belle expérience client a développé ? Aujourd'hui, il y a encore peu de choses qui sont faites. Vraiment tout reste à faire sur la partie data. Aujourd'hui, on exploite uniquement les chiffres, le chiffre d'affaires globalement, l'évolution sur les magasins, ce genre de choses. Donc, on va pouvoir aller plus loin. Biocop, un modèle coopératif unique. C'est vrai qu'on a l'habitude au sein d'une entreprise d'avoir un comité de direction. Là, ce comité de direction, il est doublé d'un comité politique, ce qui fait que les décisions chez Biocop, elles ne sont pas uniquement tirées par le ROI, mais par l'intérêt de tous en fait. Le producteur, le magasin, le Biocop d'une façon générale, et le consommateur en fait, parce que le consommateur est sociétaire chez Biocop. Un réseau du coup important, 600 magasins qui sont clairement indépendants. Donc ça c'est une force, mais c'est aussi une complexité pour notre métier. Ils ont vraiment l'indépendance sur le sujet qui nous anime aujourd'hui sur l'assortiment. Il peut gérer son assortiment produit en magasin comme il le souhaite. Il peut choisir d'avoir une référence qui ne sera pas dans une autre Biocop qui est à 50 km d'ici. Un gros projet, le projet e-commerce, le premier site e-commerce pour Biocop va arriver là fin 2019, en click and collect pour commencer. Donc je vous disais, moi je suis arrivée en fin d'année, donc 2019-2020, en fait c'est vraiment le début d'une vision orientée client pour Biocop. On a identifié 3 grands sujets: la stabilisation des bases de données orientées clients, parce que encore une fois, on a énormément à faire de ce côté-là, mais il faut pas, même si c'est un petit peu notre ligne de fond, on va dire, on va commencer dès maintenant à piloter les projets stratégiques en amenant un axe data pour montrer tout l'intérêt de ces sujets data et aller plus loin sur l'analyse de clientèle, donc comprendre un client, quel est son comportement d'achat. Je vais vous présenter aussi rapidement donc, le cabinet Avisia, puisqu'on est un cabinet de conseil qu'on appelle data centric, puisque nous touchons en fait à tous les projets qui sont liés à la data. Donc, c'est un cabinet qui a été créé en 2007 et nous sommes aujourd'hui plus de 200 collaborateurs répartis donc, dans 4 villes de France, Paris évidemment le siège social, Lyon, Bordeaux et présent à Nantes depuis 5 ans où nous sommes 20 collaborateurs. Donc, pour Avisia, en fait, nous touchons vraiment à l'ensemble des étapes d'un projet data, donc de la partie cadrage vraiment avec la définition des interlocuteurs, avec la transformation de la problématique métier en problématique plus technique, la partie consolidation de la data, donc identification des données, travail vraiment sur la qualité de données, création d'indicateurs pertinents, et la partie analyse et restitution, donc que ce soit via des reporting, via des analyses qui seront présentées au métier ou via de la modélisation. Donc pour ça, nous sommes répartis en 3 pôles. Donc le pôle data qui comprend la partie BI, data engineering et data science. La partie digitale qui donc regarde tout ce qui est web tracking et tous les comportements des clients online. Et la partie technologie, donc avec la construction d'architecture big data et la partie maintenance donc, des outils que l'on peut utiliser. Concernant donc, la conférence d'aujourd'hui, donc on va d'abord commencer par parler un petit peu des moteurs de recommandation et
redire finalement un moteur de recommandation, qu'est-ce que c'est, à qui ça s'adresse, comment on peut le mettre en place. Et nous allons ensuite vraiment aller dans le cas particulier du moteur de recommandation que nous avons préparé pour Biocop et voir en fait comment on a pu le mettre en place, quelles sont les méthodologies utilisées et les résultats que ça a pu apporter. Les moteurs de recommandation, qu'est-ce que c'est? Donc ça part vraiment du postulat que les entreprises souhaitent satisfaire davantage leurs clients, faciliter la vie des magasins et des conseillers, et aussi bien évidemment augmenter leur chiffre d'affaires. Donc pour ça, la solution paraît évidente, proposer aux consommateurs le bon produit au bon moment. Donc les moteurs de recommandation peuvent vraiment aider à proposer ce bon produit au bon client et peuvent remplir différentes fonctions. Donc soit vraiment faire découvrir des produits, donc la mise en place d'une sélection de produits, ça peut être par exemple tout ce qui est lancement d'un nouveau produit. La proposer des produits alternatifs, donc en cas de rupture de stock par exemple, ou en cas d'upselling, donc quand vous souhaitez vendre un produit similaire mais un petit peu plus haut de gamme, ou la proposition de produits complémentaires, donc en se demandant quels sont les produits qui sont le plus souvent achetés en complément de celui que vous aviez prévu au départ. Pour ça, plusieurs façons de le mettre en place. Donc, soit on ne personnalise pas son moteur de recommandation, c'est-à-dire que chaque client va recevoir la même suggestion de produits que les autres. En général, le top 10 des produits les plus vendus. Mais on peut aussi personnaliser ses moteurs. Donc, ça permet que chaque client reçoive vraiment une suggestion de produit qui lui soit propre en fonction donc, de son historique de transaction. Donc, ça peut être les clients qui vous ressemblent ont aussi acheté tel produit. Mais ça peut aussi être par rapport à ce que vous avez acheté. Donc les clients qui ont acheté ce produit ont aussi acheté tel autre. La personnalisation, ça apporte des gains donc d'un point de vue client, mais aussi d'un point de vue entreprise, puisque d'un point de vue client, c'est une meilleure expérience client. Le client a vraiment ce sentiment d'être considéré, d'être compris, voire unique, puisque c'est vraiment une recommandation qui lui est propre. Et aussi côté entreprise, du coup, une plus grande pertinence des recommandations, qui génère une augmentation des ventes, puisque le client va vraiment trouver ce qu'il était venu chercher, mais aussi une augmentation du panier moyen, puisqu'on va pouvoir lui proposer des produits complémentaires qu'il n'aurait potentiellement pas achetés au départ. Donc tout cela, ça engendre une augmentation du chiffre d'affaires qui peut être substantielle. Donc on voit par exemple ici que sur Amazon, à peu près 30% des ventes sur Amazon sont générées par son moteur de recommandation. Quelques exemples de mise en place donc, de moteurs de recommandation que nous avons pu faire chez Avisia pour différentes entreprises donc, dans divers secteurs. Donc, par exemple, sur le secteur vestimentaire, voilà, on a regardé en fait quels étaient les vêtements, les accessoires avec lesquels on pouvait associer le produit que le client venait d'acheter. Donc, par exemple, ici, si une cliente achète une jupe, on a aussi plusieurs façons de pouvoir lui suggérer tout le look qui va avec, donc le t-shirt, les chaussures assorties, etc. Donc par quel biais? Soit on peut imaginer donc, sur le site e-commerce, si on met la jupe dans le panier ou si on est sur la page produit donc, de cette jupe, on peut imaginer un bandeau avec les différents produits associés. On peut aussi le faire via un email commercial, donc en remerciant le client de son achat et en lui proposant donc, les différents looks qui vont avec. Ou via directement en magasin, une application au vendeur. Donc lorsque vous êtes en train d'essayer de votre produit, il peut regarder sur son application quel produit il peut venir vous proposer en plus. On a aussi créé un moteur de recommandation pour une entreprise dans le secteur de la beauté pour pouvoir choisir en fait, le cadeau adressé à la cliente. Donc plutôt que proposer parfois un échantillon de crème andiride à une adolescente ou un parfum pour homme pour une femme célibataire, là on va vraiment venir regarder le cadeau qui pourrait intéresser la cliente en fonction des achats qu'elle a déjà effectués. Donc là, c'était au moment en fait, du passage en caisse, où l'hôtesse de caisse voyait s'afficher sur son écran le cadeau qui était recommandé pour cette cliente-là en particulier. Et une dernière mise en place que l'on a fait, donc c'était dans le secteur automobile, donc un secteur qui est très différent, où là, c'était pour une entreprise en fait, qui revend des voitures d'occasion. Et donc sur le site e-commerce, en fait, quand le client vient renseigner sa recherche, parfois, il n'y a pas le modèle disponible à ce moment-là. Donc plutôt que lui remonter aucun résultat, l'entreprise souhaitait remonter dans une liste de réponses avec des véhicules du coup, qui ressemblaient à celui demandé par le client. Donc on regardait en fait en fonction donc, des caractéristiques, le même gabarit, la même tranche de prix, quel véhicule on pouvait lui proposer. Un autre secteur qui est très friand des moteurs de recommandation, c'est évidemment la grande distribution,
puisqu'on retrouve souvent justement sur les sites e-commerce par exemple tous les produits qui peuvent être achetés avec celui que vous venez de mettre dans le panier, ou encore via d'autres problématiques comme on va pouvoir le voir avec Biocop. Effectivement, le site e-commerce, ça viendra un petit peu plus tard, mais on a déjà notre parc de magasins, du coup, à satisfaire, et eux aussi, ils souhaitent améliorer leur assortiment produit. Ce qu'on disait tout à l'heure, la phrase clé, hein, le bon produit au bon client au bon moment. Ce qui est important pour nous chez Biocop, c'est vraiment d'augmenter la satisfaction de notre client. Donc lui permettre de trouver dans son magasin les produits qu'il pourrait avoir envie de consommer, même si aujourd'hui, à date, ce produit n'y est pas. Donc avant de travailler avec Avisia, en fait, on avait fait un petit quick win parce que chez nous, on aime bien essayer des petites choses qui prennent pas beaucoup de temps pour essayer d'amener un petit peu de valeur. Et on a identifié déjà les flops, ce qu'on a appelé les flops. L'idée, c'est de se dire, bah voilà, vous, votre magasin, donc c'était vraiment au magasin, le magasin qu'on faisait cette information-là. On allait donner au magasin une liste de produits, une trentaine de produits qui n'étaient pas vendus par le magasin, mais qui étaient très bien vendus par des magasins d'une typologie similaire en fait. Donc ça reste assez simple, donc par famille de produits, etc. Donc ça c'est quelque chose qui déjà était apprécié. Il y avait par contre des limites. Déjà, la première limite, c'était d'un point de vue temporel. On allait regarder sur le mois qui précédait pour recommander le mois qui précédait le mois précédent pour recommander les produits. Donc c'est vrai que d'un point de vue assortiment, même si globalement la saisonnalité sur le cœur de produit est assez faible, on a des temps forts en décembre par exemple ou sur l'été. Donc là, en termes de recommandations, on était un petit peu décorrélés, on va dire. Et c'était dommage aussi de se baser uniquement sur un magasin, de se baser sur la typologie du magasin en question. Exemple, le magasin de Rennes, est-ce que c'est cohérent de le comparer avec un magasin de la même typologie d'une autre ville, ou alors d'un magasin mais qui n'est pas du tout dans la même typologie? Il y a 7 axes, nous, sur notre typologie magasin, mais où les ventes sont très similaires en fait. Même si le magasin est plus petit, c'est pas grave, mais si les ventes sont similaires, c'est peut-être ça qui est le plus important en fait. Donc ça, justement, ça a été la phase 2. Donc c'est le sujet de recherche qui a été mené du coup par Avisia. L'idée, c'est de se dire, mon magasin, vous allez voir tout à l'heure, Caroline va vous l'expliquer, il est similaire à des magasins avec des critères statistiques. Ce magasin similaire vend des yaourts et moi, je n'en vends pas. Du coup, la recommandation va pouvoir nous dire, ce serait pertinent pour toi de mettre ce yaourt dans ton assortiment produit. Encore une fois, au bout, c'est le gestionnaire du magasin qui va avoir le choix. C'est pas du tout automatisé. C'est le gestionnaire qui va avoir le choix ou pas de le mettre dans son assortiment magasin du coup. Donc voilà, le but en fait de ce projet, c'était de pouvoir avoir des prévisions qui s'y arrivent beaucoup plus tôt. Donc par exemple là pour septembre 2019, on pouvait fournir les recommandations plusieurs mois à l'avance, vraiment que les magasins aient le temps de se fournir dans ces produits. La deuxième, c'était vraiment de comparer l'ensemble des magasins, donc plus seulement les magasins de la même typologie, et de créer aussi des règles métiers qui vraiment venaient augmenter la pertinence de nos recommandations. Donc la première étape pour ce projet, ça a été de savoir quel moteur de recommandation choisir, puisqu'il en existe plusieurs sortes. Donc la première, c'est l'approche qu'on appelle content-based, c'est-à-dire qu'on va se baser vraiment sur les caractéristiques du produit. Donc par exemple, un yaourt, c'est un produit laitier de telle marque, c'est de l'alimentaire, du frais, etc. Donc il a plusieurs caractéristiques et on vient les comparer aux autres produits afin de trouver des produits similaires. La deuxième approche, donc, c'est ce qu'on appelle l'approche collaborative filtering. Et on va plutôt se baser sur les interactions qu'il y a déjà eu entre les clients et les produits. Donc cette approche est divisée en deux sous-approches. L'approche memory-based, donc où on va calculer la similarité entre les clients et les produits. Donc par exemple, le monsieur au premier rang, on remarque qu'il a exactement fait les mêmes achats que le monsieur du dernier rang, sauf que le monsieur du dernier rang a acheté en plus du muesli aux fruits. Donc vu qu'ils ont tendance à aimer la même chose, on va proposer au monsieur du premier rang le muesli aux fruits. De la même façon, d'une vision produit, on peut remarquer que ce muesli aux fruits, en fait, il est acheté par les mêmes clients que le yaourt brassé de tout à l'heure. Donc si l'un achète le muesli aux fruits, on va lui proposer aussi les yaourts.
La deuxième approche, donc model base, elle est un peu plus boîte noire, puisqu'on va essayer vraiment de calculer non pas les interactions 2 à 2, mais tout en même temps. On va pouvoir expliquer tout ce qui est possible entre client et produit, y compris celles qui n'ont jamais eu lieu, mais via plutôt des calculs mathématiques, informatiques, donc via des factorisations de matrices, via des réseaux de neurones. Donc c'est très difficile après de mettre vraiment des termes métiers derrière. Pour choisir entre ces différentes approches, nous avons créé un décisiomètre. Donc la première question à se poser, c'est le produit que je veux recommander, est-ce que c'est des produits similaires à ce que j'ai déjà ou des produits complémentaires? Donc ici, nous, on voulait vraiment ajouter des produits à l'assortiment magasin, donc c'était des produits complémentaires. Ensuite, on se base de savoir, est-ce qu'on part d'un produit pour recommander d'autres produits ou est-ce qu'on part d'un user, donc ici d'un magasin, pour recommander les produits? Donc nous, on souhaitait partir du magasin pour ajouter des nouveaux produits, donc on est sur la dernière colonne. Donc il nous restait deux choix possibles, donc le user base, donc la similarité entre nos magasins, ou le model base qui expliquait l'ensemble des interactions. Donc quels sont finalement les avantages et les inconvénients de chacune des méthodes? Donc pour la user base, elle est assez simple à mettre en œuvre. Elle est plus facile à expliquer donc, au métier pour vraiment expliquer au magasin comment on a fait, que ça ne soit pas de la magie pour eux, cette recommandation. Mais elle comporte le désavantage d'avoir un biais de popularité, c'est-à-dire qu'elle va avoir tendance à proposer quand même souvent les produits les plus populaires. Le model base, donc lui, a des performances un peu plus élevées, comporte un peu moins ce biais de popularité. Par contre, ça demande une grosse puissance de calcul. Et il fallait en général donc, distribuer en fait, le calcul donc, via passer sous des technologies comme Spark, qui n'étaient pas disponibles donc, au sein de Biocop. Donc c'est pour ça que nous avons choisi la méthode user-based de vraiment calculer la similarité entre nos magasins pour pouvoir proposer des produits. Pour cette méthodologie, donc, elle est divisée en plusieurs étapes. La première, c'est construire donc, la matrice qu'on appelle user item, qui est en fait pour chaque magasin, quelle est la quantité de produits vendus donc, tel mois. Donc ici, on a choisi de partir sur septembre 2018 pour une prévision pour septembre 2019. Donc, par exemple, ici, le magasin 1 a vendu 256 unités du produit 1 au mois de septembre l'an dernier. La deuxième étape, c'est vraiment un choix qu'on a fait, un choix métier, où on a divisé par l'écart type afin d'enlever l'effet volume. Donc, comme tout l'a dit tout à l'heure Sophie, on cherche vraiment à comparer les magasins qui se ressemblent en termes de typologie de vente, qu'importe en fait leur volume. Donc on cherche par exemple à rapprocher les magasins dans lesquels les clients ils achètent énormément de galettes de sarrasin, mais peu de fromage à raclette. Et ça, quel que ce soit un petit magasin, un gros magasin, ce n'était pas ce qu'on souhaitait mettre en avant. Donc dans notre exemple, encore une fois, on voit qu'en termes de volume, par exemple, le magasin 1 ressemblait un peu plus au magasin 2, puisqu'ils sont en moyenne à 300 unités par mois, alors que le magasin 3 semble être un magasin beaucoup plus grand. Par contre, en termes de typologie de vente, une fois qu'on a divisé par l'écart type, on se rend compte que le produit 1, il est vendu à peu près dans les mêmes proportions. Donc que ce soit dans le magasin 1 ou le magasin 3, par contre, le magasin 2 a un comportement, lui, complètement différent. La troisième étape, c'est un peu ce qu'on vient de faire, c'est qu'on va vraiment calculer la similarité entre les magasins. Donc on fait en fait un calcul de distance entre deux vecteurs, donc le vecteur magasin 1 et le vecteur magasin 2, le vecteur magasin 3, pour dire le magasin 1 finalement à qui il ressemble. Donc évidemment il ressemble parfaitement à lui-même et il ressemble plus ici au magasin 3 qu'au magasin 2. La quatrième étape, on va vraiment venir calculer le score de recommandation en tant que tel, donc attribuer à chaque produit un score, où on va multiplier la quantité vendue par le coefficient de similarité. Ça nous permet vraiment de savoir est-ce que le produit il a été bien vendu, mais aussi est-ce qu'il a été bien vendu dans les magasins qui me ressemblent. Donc à la fin, on se retrouve avec, pour notre magasin 1, un score pour chaque produit qu'il ne vend pas déjà. Donc ici, par exemple, on va recommander plus fortement le produit 2 que le produit 3 à notre magasin. Donc à cette étape-là, on a vraiment un score pour chaque produit. Et avant de pouvoir le proposer au magasin, on va quand même venir appliquer des règles métiers. Donc nous, on a choisi de vérifier en fait, que le produit n'était pas déjà vendu dans le magasin, puisqu'ici, on est sur septembre 2018. Donc c'est vrai qu'entre-temps, il aurait quand même pu l'ajouter à son rayon. Donc on vient vérifier que le mois dernier, il ne le vendait toujours pas.
Et la deuxième étape, c'est vérifier que le produit il est bien disponible dans sa plateforme. C'est-à-dire qu'on ne va pas proposer au magasin un produit que finalement il ne pourrait pas acheter parce qu'il est uniquement disponible en Corse, par exemple. Donc au magasin, nous allons finalement lui proposer un tableau de ce type où nous avons plusieurs informations. Donc la première, c'est l'ensemble des produits qui vont pouvoir être mis en rayon. Donc on lui recommande en premier lieu de mettre des amandes complètes en rayon. En deuxième lieu, de mettre la boisson soja nature, etc. La deuxième étape, c'est vraiment de savoir, d'accord, ces produits-là, je dois les mettre en rayon, mais pourquoi? Qu'est-ce que j'ai à y gagner? Donc sur les deux colonnes du milieu, on voit par exemple que les magasins de la même typologie, donc qui ont à peu près les mêmes volumes de vente que moi, quand ils vendent le produit amande complète, ils le vendent en moyenne 383 unités par mois. Or moi, les produits amandes que je possède dans mon magasin, en moyenne, je les vends que 52 unités par mois. Donc effectivement, j'ai quand même une belle marge de manœuvre à mettre ce produit dans mon magasin. La dernière question que va se poser le magasin, c'est d'accord, je comprends l'intérêt pour moi de mettre ce produit, mais finalement, est-ce qu'il faut que je l'ajoute à mon rayon ou est-ce qu'il faut que je remplace un de mes produits par celui-ci? Donc là, on va regarder les deux dernières colonnes où on voit donc le nombre de produits en fait, de la famille amande qui sont disponibles dans les magasins de la même typologie que moi, donc qui me ressemblent. Donc en moyenne, ils vendent 4 modèles différents d'amandes. Or, moi, dans mon magasin, je n'en vends que 2. Donc je peux vraiment me permettre de l'ajouter en plus et de le proposer en plus à mes clients. Ce qui fait qu'à la fin, nous avons, donc pour chaque magasin, on lui propose une liste de produits à mettre. On lui explique donc pourquoi, quel est son intérêt de mettre ces produits en rayon et de savoir est-ce qu'il doit l'ajouter, est-ce qu'il doit le remplacer. Donc tout ça, donc plusieurs mois à l'avance. Ce que je disais tout à l'heure, c'est que c'est un sujet donc, qui a été mené sur l'été, vraiment en mode recherche. Nous, d'un point de vue expérience client, donc l'équipe dont je fais partie, on trouve ça intéressant. Donc là, l'idée maintenant, l'étape d'après, c'est vraiment d'aller challenger ça avec les personnes qui concrètement font l'assortiment et de se dire est-ce que cet algorithme statistique leur permet de trouver des produits, des familles de produits, de les aider sur leur décision mieux que les règles métiers en fait, qu'ils appliquent déjà aujourd'hui. L'idée, c'est vraiment d'essayer de leur simplifier, de leur faire gagner du temps, d'aider de simplifier leur quotidien. Ils ont déjà beaucoup de questions à se poser en magasin. Donc si au moins l'assortiment, c'était quelque chose qui pouvait s'ils pouvaient raccourcir le temps de cette tâche-là, ce serait une vraie valeur ajoutée pour eux. Et ce serait aussi du gain de temps donc pour les équipes transverses. Ce que j'ai pas dit tout à l'heure, c'est que Biocoop, en fait, on a des équipes transverses qui sont à Rennes et qui vont gérer le parc des 600, enfin qui vont aider les magasins à gérer le parc des 600 magasins en fait. Cet algorithme en fait, de recommandation, en termes de précision, c'est vrai qu'on va prendre tous les magasins en compte et plus uniquement les magasins de la typo. On va du coup permettre de mettre des filtres métiers beaucoup plus forts sur les disponibilités plateformes, etc. Et le fait de prendre en compte cette saisonnalité produit. Donc, à date, les résultats, je ne peux pas vous dire si ça marche parce qu'on va le mettre en place sur la fin de l'année, le confronter en tout cas avec les personnes expertes sur ces sujets-là. Et puis du coup, au salon l'année prochaine, peut-être qu'on pourra vous dire que oui, ça a bien permis de satisfaire nos clients et d'augmenter nos ventes. Alors, dans les dernières minutes qui vous restent, on va vous proposer de poser vos questions. Avant ça, déjà, on vous remercie pour votre attention. Et je vous propose également, si on n'a pas le temps de répondre à toutes les questions, de nous retrouver sur le stand numéro 4, donc à côté du buffet, c'est parfait. Vous pouvez aussi également assister à l'animation proposée par Hamza Mouline cet après-midi à 15h, puisque si vous souhaitez en fait commencer dans la personnalisation, mais que vous avez pour l'instant, vous recherchez vraiment l'intérêt de ce type de projet, il vous expliquera comment on peut mettre en place déjà quelques quick wins, quelques petites statistiques descriptives pour comprendre comment on peut mettre en place de la personnalisation et déjà voir quels sont les intérêts avant de pouvoir peut-être se lancer dans des projets un peu plus élevés que celui-ci. Voilà, donc je vous remercie. Si vous avez des questions, n'hésitez pas.